Nous voici sur la troisième et dernière partie de ce premier cours. Nous avons vu pour l'instant une introduction et les notions de langage et de modèle de calcul. Dans sa troisième et dernière partie, on va brièvement présenter ce que ça veut dire que de programmer un Multiprocessor Systems on Chip. Et nous allons commencer par les parallélismes, avec un S. Qu'est-ce que le parallélisme et pourquoi, dans le cadre de la programmation parallèle, on peut identifier plusieurs formes de parallélisme? Ce qui va nous intéresser, c'est ce que l'on va appeler la notion de granularité du parallélisme. Alors, la granularité du parallélisme, c'est quoi? La définition, c'est la quantité de calcul d'une opération atomique relativement à la surcharge de travail qu'implique sa parallélisation, ou qu'implique le fait de l'exécuter plusieurs fois en parallèle. Alors, on va décrire un petit peu ça. Déjà, une opération atomique, qu'est-ce que c'est? C'est une opération indivisible. C'est-à-dire, typiquement, vous pouvez considérer que la multiplication de deux nombres est une opération atomique indivisible pour le développement d'un système. D'accord? Là, ce qui va nous intéresser, c'est la taille des opérations qu'on va pouvoir exécuter en parallèle. Alors, voilà le schéma qui va nous intéresser. Ce schéma de granularité, qu'est-ce qu'il représente? Il représente en abscisse eh bien, la taille des opérations qu'on va vouloir paralléliser. D'accord? Donc une petite opération, ça peut être une simple addition. Une grosse opération, enfin une plus grosse opération, ça peut être une multiplication matricielle. Et une très grosse opération, ça peut être la multiplication, le produit cartésien entre 20 000 matrices. Ça serait une très très grosse opération. L'overhead, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la surcharge de travail qu'implique le fait de paralléliser ces opérations. Alors, intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que j'ai un groupe de 10 personnes à qui je peux donner du travail, d'accord? Eh bien, si j'ai simplement une multiplication à faire, je vais aller très vite à la faire tout seul et je ne vais pas chercher à paralléliser, à donner du travail à différentes personnes. Donc je vais le faire tout seul. L'opération est très petite et l'overhead de sa parallélisation serait énorme puisque c'est très difficile de diviser une multiplication entre deux nombres entiers pour donner un petit peu de travail à chacun. Maintenant, imaginons que j'ai une multiplication de petites matrices, des matrices 3 par 3. Je vais pouvoir paralléliser, c'est-à-dire que je vais pouvoir donner certains coefficients à manipuler à certaines personnes, à multiplier et à additionner, mais globalement, je vais passer moi du temps à prendre mes matrices, à dire à ma première personne, tu multiplies la première colonne avec la première ligne, à toi, tu multiplies la deuxième colonne avec la première ligne, etc., etc. Et in fine, je vais probablement passer plus de temps à répartir le travail qu'à faire et à récupérer les résultats qu'à faire du travail moi-même. Donc là, j'ai un surcoût qui est, euh, qui est celui de distribuer les colonnes et les lignes à multiplier et récupérer le travail pour faire le résultat final. Voilà. Encore une fois, sur une petite matrice à multiplier, des matrices de 2, eh bien, je serais peut-être allé plus vite à faire la multiplication matricielle tout seul dans mon coin, plutôt que de chercher à paralléliser l'opération, qui me fera faire finalement plus de temps à distribuer le travail et récupérer le résultat que si j'avais directement fait le travail tout seul. Donc là, j'ai un overhead qui est important par rapport à la quantité de travail à distribuer. Si en revanche j'ai une matrice avec 1000 coefficients par 1000 coefficients à multiplier, dans ce cas-là, je vais probablement gagner énormément de temps en distribuant le travail, puisque je vais pouvoir donner un ensemble de colonnes et de lignes à multiplier à chacun. Je vais pouvoir même moi faire des calculs, récupérer les résultats, et globalement, le bénéfice d'avoir fait faire du travail en parallèle sera plus grand que le surcoût de travail que j'ai eu pour distribuer les opérations à chacun. Et donc là, on va avoir une granularité des opérations plus importante, mais un overhead qui va être également plus important, mais qui sera plus raisonnable par rapport au travail distribué. Dans un monde parfait, on aurait, peu importe la taille des opérations à distribuer, que ce soit des petites, des très grosses matrices, on aurait un overhead qui soit nul. C'est-à-dire, je pourrais instantanément, par télépathie, vous communiquer la liste des colonnes et des lignes que vous devez multiplier, et vous pourriez me donner le résultat instantanément une fois que vous l'avez. Malheureusement, le monde parfait n'existe pas, et donc, en réalité, quand on va augmenter la taille des opérations, eh bien, on va également augmenter l'overhead, c'est-à-dire la surcharge de travail nécessaire pour distribuer efficacement ces opérations et ces calculs. Alors,
Différents niveaux de parallélisme existent et sont communément utilisés. Le plus faible, la plus faible granularité, c'est ce qu'on va appeler le SIMD, Single Instruction Multiple Data. Alors là, le type d'opération que l'on va pouvoir paralléliser, eh bien, ce sont des opérations primitives très simples, des additions, des multiplications, des décalages, des min-max entre une ou deux ou trois valeurs, ou quatre valeurs, d'accord? C'est quelque chose qui va se faire en parallèle au sein d'un seul cœur, d'accord? Quand vous avez des processeurs modernes, en général, dans chaque cœur, vous avez des instructions spéciales qu'on appelle des instructions SIMD et qui permettent en un seul coup d'horloge d'effectuer 2, 4 additions entre plusieurs nombres qui se trouvent dans les registres. D'accord? Et donc on a plusieurs additions qui se font en parallèle au sein d'un seul et unique cœur. C'est un type de parallélisme qui a un coût relativement faible, puisque si vos données sont disponibles dans les registres, et que le résultat de votre deuxième addition ne dépend pas du résultat de votre première, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de dépendance de données, vous avez donc deux calculs qui peuvent véritablement s'effectuer en parallèle, et bien dans ce cas-là, vous avez juste à effectuer votre instruction et vous obtenez les résultats dans des registres. C'est un type de parallélisme qui doit être spécifié explicitement par le programmeur via des intrinsèques. Alors des intrinsèques, qu'est-ce que c'est? Une intrinsèque, c'est une fonction, typiquement en langage C, à laquelle correspond directement une instruction assembleur. C'est-à-dire que vous écrivez votre fonction en C, et lors du processus de compilation, cette instruction elle est traduite directement par l'instruction assembleur correspondante, l'instruction SIMD, qui va faire les 2 ou 4 multiplications en parallèle, en un seul coup d'horloge dans un seul cœur. Et c'est supporté directement par le hardware du cœur sur lequel vous travaillez. Ensuite, une deuxième granularité de parallélisme qui se trouve toujours à l'intérieur d'un seul et unique cœur, d'un seul et unique processeur, c'est le software pipelining. Le software pipelining, c'est quelque chose que l'on peut faire quand on travaille sur des boucles. Et l'idée, l'intuition de base, c'est qu'on va pouvoir, si les dépendances de données s'y prêtent, on va pouvoir commencer à exécuter la deuxième itération de la boucle, du cœur de la boucle for par exemple, donc du code qui se trouve à l'intérieur de la boucle for, on va pouvoir commencer à exécuter les premières instructions de la deuxième itération avant même que les dernières instructions de la première itération de la boucle soient terminées. Et donc on va comme ça pouvoir paralléliser plusieurs exécutions d'une même boucle for. Alors évidemment, il y a des conditions pour que ce soit faisable, et la première condition, c'est celle des dépendances de données. Si la dernière instruction de votre boucle for met à jour une variable qui est réutilisée dans la première instruction de l'itération suivante, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas paralléliser, puisque vous aurez besoin d'attendre que la dernière instruction de l'itération 1 soit terminée pour pouvoir exécuter la première itération de l'instruction 2. Si vous n'avez pas ce genre de dépendance de données, et que la dernière ligne de votre boucle for ne produit pas des données utilisées par l'itération suivante, ou en tout cas par le début de l'itération suivante de votre boucle for, et bien dans ces cas-là, vous pouvez les paralléliser. Ce sont des optimisations qui sont faites en général automatiquement par le compilateur quand vous lui donnez la consigne O3 qui veut dire optimise mon code lors du processus de compilation. Il existe d'autres techniques de parallélisation à l'intérieur d'un seul cœur. Ce sont ce qu'on va appeler le Instruction Level Parallelism. Parmi ces techniques, il y a le Out of Order Execution, les instructions SIMD qu'on a vues, le Register Renaming, les prédictions de branchement et le Software Pipelining. Toutes ces techniques permettent de paralléliser certaines opérations à l'intérieur d'un seul et unique cœur, avec donc une granularité faible. Avec une granularité un peu plus forte, on a les threads. Un thread, qu'est-ce que c'est? On le verra en détail dans le prochain cours, mais un thread, c'est une séquence d'instructions indépendantes avec un contexte privé. Pour faire très très simple pour ce cours-ci, il s'agit d'une fonction. D'accord? L'idée des threads, c'est d'exécuter des fonctions en parallèle les unes des autres sur différents cœurs. D'accord? Le coût, le surcoût de parallélisation est plus important que le coût qu'on avait pour l'ILP, tout simplement parce que, eh bien, quand vous allez vouloir exécuter une fonction sur deux cœurs différents, eh bien, il va falloir d'abord s'assurer
comme pour mon exemple des matrices tout à l'heure, il va falloir s'assurer que chaque cœur reçoive bien les données sur lesquelles il doit travailler. Il va falloir également indiquer à chaque cœur qu'il doit démarrer l'exécution de telle fonction, et à tel autre cœur qu'il doit démarrer l'exécution de telle fonction. Il va donc falloir synchroniser ces threads, ces fonctions entre elles, pour que l'exécution de mon programme se passe bien. Et donc on va avoir un coût un peu plus important de parallélisation pour que cela fonctionne correctement. Les threads, on le verra dans les TP et on le verra dans le prochain cours, c'est compliqué à programmer, puisque vous allez voir que pour que des threads fonctionnent correctement, eh bien, il va falloir les synchroniser entre eux, il va falloir gérer le mécanisme de préemption, ou en tout cas savoir qu'il existe, on en reparlera au prochain cours, et tout ça fait que les threads sont complexes à programmer. Ensuite, nous avons les calls plus interconnect. Alors, là, on est quelque chose qui est très similaire à des threads. Ce qu'il faut savoir, c'est que des threads, pour fonctionner, ils ont besoin d'un système d'exploitation. C'est-à-dire que vous allez créer des threads, vous allez dire « je veux que telle fonction soit exécutée en parallèle des autres », et c'est le système d'exploitation qui va se débrouiller pour choisir quel cœur exécute quelle fonction, quel thread. Si on supprime le système d'exploitation et que donc on crée un programme qui s'exécute en bare metal, c'est-à-dire directement sur le hardware sans système d'exploitation, eh bien on a la possibilité d'écrire un code dans lequel on va dire directement quel cœur va exécuter quelle instruction, d'accord, sans laisser le système d'exploitation essayer de répartir automatiquement le travail. On va directement, nous programmeurs, dire qui fait quoi. Puisqu'on a un meilleur contrôle de ce qui se passe au niveau matériel, eh bien, on va avoir la capacité de faire des choix très optimisés, très efficaces, plus efficaces qu'un système d'exploitation qui, lui, va être générique et va pouvoir s'adapter à n'importe quel programme, et donc on va pouvoir avoir un surcoût de parallélisation qui va être légèrement plus faible. Par contre, on aura un surcoût de programmation qui sera plus important. Le développeur aura plus de travail à faire. On va également pouvoir utiliser tous les moyens de communication qui sont fournis par l'architecture, directement en programmant en bare metal, et ces moyens de communication, on les reverra dans le troisième cours dédié aux aspects architecturaux. Enfin, on va avoir la plus grosse granularité de parallélisme, qui est celle, tout simplement, qu'on va trouver dans les fermes de serveurs. C'est-à-dire quand on a un ensemble de serveurs, un serveur c'est un ordinateur, qui communique via un réseau Ethernet ou un réseau spécifique pour faire des échanges de données haute performance, eh bien là on va avoir la plus grosse granularité de parallélisme. Cette fois-ci, à chaque fois que vous allez vouloir communiquer une donnée d'un ordinateur à un autre, vous allez devoir passer par un réseau. Un réseau qui va vous donner une latence, qui va avoir une vitesse de quelques gigabits par seconde, peut-être quelques terabits par seconde si vous êtes chanceux, mais qui va quand même rester très lent. Et donc, ce genre de parallélisme va impliquer un surcoût très important des communications des données d'un nœud de calcul, d'un ordinateur, à un autre nœud de calcul qui est un autre ordinateur. Et donc, il va véritablement falloir avoir des quantités de calcul énormes à faire pour que cela soit intéressant. D'accord? Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui est écrit sur la slide, il y a un coût de communication qui est très important, puisque chaque ordinateur possède sa propre mémoire, là où, dans les exemples précédents, que ce soit pour l'ILP, pour les cœurs et les interconnexions, ou pour les threads, on était uniquement au sein d'un même processeur, donc au sein d'un même ordinateur, où il y a une mémoire disponible dans lequel tout le monde peut lire et écrire. Dans le contexte des différents ordinateurs connectés par un réseau, chaque ordinateur a sa propre mémoire et donc les moyens de communication font un surcoût monstrueux. C'est le type de parallélisme qui est utilisé pour ce qu'on appelle le High Performance Computing, c'est-à-dire pour le calcul haute performance dans lequel il y a des fermes de serveurs qui travaillent à résoudre un problème complexe tel que la météorologie ou l'observation astronomique. La granularité de parallélisme qui nous intéresse dans ce cours, c'est la granularité moyenne, c'est-à-dire celle des threads et des interconnects. L'ILP, vous le verrez dans d'autres cours de programmation, notamment ceux dédiés au traitement du signal numérique, et les cours de HPC sont des cours qui existent dans les formations d'informatique. Voilà pour les différents types de parallélisme. Nous allons voir maintenant, dans la prochaine leçon, dans le prochain chapitre, les différents types d'outils qu'il existe pour programmer dans cette granularité moyenne de parallélisme.
La première, que l'on verra en détail dans le prochain cours, c'est les threads. Alors, je vous l'ai déjà dit, un thread c'est quoi? C'est grosso modo une séquence d'instructions, une fonction, avec un contexte privé. Et ce qui est important, c'est que c'est préemptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre système d'exploitation, il va pouvoir interrompre un thread à un moment. Comment ça fonctionne? Le système d'exploitation, il va avoir une collection de threads à exécuter, d'accord? Et il va en choisir un et dire, bah, tel thread, le thread numéro 1, je vais l'exécuter sur le cœur 0. Et au bout d'un moment, il va me dire, ça y est, maintenant il a tourné pendant 2 secondes, je vais le mettre en pause, et le cœur 0, je vais le réutiliser pour faire tourner le thread numéro 10, etc., etc. Et donc, on va comme ça pouvoir mettre en pause un thread et lui faire reprendre son exécution plus tard via le système d'exploitation. On verra encore ça en détail dans le prochain cours. Un deuxième type d'outil qui peut être utilisé pour programmer en parallèle, ce sont les tâches. Les tâches, ça ressemble fortement aux threads, c'est-à-dire qu'une tâche, on peut également considérer que c'est une petite fonction, une séquence d'instructions qui va s'exécuter les unes après les autres. La grosse différence entre les tâches et les threads, c'est que les tâches ne sont pas préemptibles, c'est-à-dire que quand je commence à exécuter une tâche sur un cœur, eh bien, cette tâche continuera à s'exécuter sur ce cœur jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme. D'accord? Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, on a deux philosophies différentes. Quand on a des threads, on va essayer d'avoir à peu près le même nombre de threads qu'il y a de cœurs dans le système pour que chaque thread, en gros, se retrouve sur un cœur, sans être interrompu en permanence. Le défaut en faisant ça, c'est que si un thread a beaucoup moins de calculs que les autres à faire, eh bien il va terminer son exécution très vite et le cœur sera inutilisé. D'accord? Les tâches tentent de répondre à ça en prenant une philosophie inverse qui est d'avoir un très très grand nombre de toutes petites tâches. Et donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une tâche sur un cœur, l'exécuter, la terminer, en prendre une autre, etc., etc. Et donc, automatiquement, avec un très grand nombre de tout petites tâches, eh bien, le système d'exploitation va pouvoir très facilement répartir ces tâches sur les différents cœurs, et tous les cœurs auront toujours du travail à faire. D'accord? On reviendra encore une fois sur ce concept-là un peu plus en détail dans le tout dernier cours. Et vous avez sur la slide de présenter un certain nombre d'API de programmation qui permettent d'utiliser le système de tâches, dont notamment la Multicore Task Management API, Open Event Machine, StarSS, Silk, Wool ou OpenMP. Ensuite, pour paralléliser, il existe d'autres outils de programmation, dont un qui va nous intéresser particulièrement, OpenMP. OpenMP, je ne vais pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui, puisque nous allons le voir dans le cours suivant, mais ce qui est important de savoir dans ce cours-ci, c'est que c'est semi-automatisé, c'est-à-dire là où la programmation par thread et par tâche vous demande de décrire explicitement chaque thread et chaque tâche qui pourra être exécutée en parallèle les unes des autres, avec OpenMP, on va garder un code classique, un code séquentiel, et via juste des petites annotations, on va avoir la possibilité de dire au compilateur où est-ce qu'il va pouvoir tenter de faire le travail de parallélisation. Il existe de nombreuses autres techniques, de nombreux autres outils et API de programmation qui permettent de faire de calculs parallèles. Il y a différentes catégories présentées sur cette slide. La première, c'est les Message Passing Interface, ou la Multicore Communication API. Il s'agit de deux API qui se centrent principalement sur la spécification des communications. C'est-à-dire, plutôt que de spécifier les calculs qui sont exécutés en parallèle, on va plutôt s'intéresser aux données qui transitent d'un nœud de calcul à un autre, que ce soit un processeur ou une machine dans une ferme de serveurs. Et c'est ça qui va être le centre de votre programme en parallèle. C'est le modèle de calcul qui va être particulièrement utile pour le High Performance Computing. Ensuite, vous avez OpenCL et CUDA qui sont deux alternatives qui permettent de programmer les cartes graphiques. Les cartes graphiques sont des architectures très particulières, on les évoquera dans le troisième cours, et pour les programmer, il y a besoin d'API spécifiques, dont OpenCL et CUDA. OpenCL peut également être utilisé pour programmer du FPGA, ce qui donne une fausse promesse de portabilité, puisqu'en réalité, l'OpenCL que vous devez écrire pour programmer un GPU, une carte graphique, et le OpenCL que vous devez écrire pour programmer un FPGA sont assez différents l'un de l'autre. Ensuite, vous avez différentes
langages, tels que Silk, le Go language ou le Threading Building Blocks, qui sont 3 langages qui tentent de faciliter la programmation par thread. Enfin, on verra dans le prochain cours un outil de programmation qui est en réalité un modèle de calcul qui s'appelle le modèle de calcul Dataflow et qui permet d'expliciter assez simplement le parallélisme d'une application. Ceci termine le premier module, le premier cours. Je vous retrouverai dans le prochain cours pour parler d'autres choses.